Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue dans cette vidéo introductive qui sera Inch'Allah le début d'une série de vidéos qui portent sur l'économie monétaire et financière. Et donc, on commence par le commencement et on va voir ensemble les concepts de base de l'économie monétaire. Alors, la monnaie est un bien qui n'est pas d'utilité en soi. Cela signifie que la monnaie n'est utile que dans le cadre d'une économie marchande, c'est-à-dire une économie caractérisée par le développement et l'importance des échanges commerciaux. Ensuite, la monnaie est un phénomène social, donc il ne peut jouer son rôle de moyen de paiement que lorsqu'elle bénéficie de la confiance de l'ensemble des agents économiques. Il s'agit en fait de la confiance de la communauté dans le système qui crée la monnaie. En d'autres termes, le système bancaire, qui doit bénéficier d'une réputation solide. Alors, la monnaie est un moyen de paiement accepté au sein d'une communauté donnée, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières politiques du pays. Cependant, certaines monnaies appartenant à des puissances économiques sont acceptées comme moyen de paiement sur le marché international, tels que le dollar, l'euro. Et donc en résumé, la monnaie est un moyen de paiement bénéficiant de la confiance des agents économiques et généralement utilisé sur le territoire d'un pays. On passe maintenant aux fonctions de la monnaie. Et on attribue généralement à la monnaie trois principales fonctions. La première fonction, intermédiaire des échanges. Donc les biens et services s'échangent en contrepartie de la monnaie, ce qui rend possible les échanges de multiples produits et services entre de multiples agents économiques, ainsi que remédier les inconvénients du troc. Par exemple, le problème de double coïncidence des besoins. En effet, pour que l'échange puisse avoir lieu, il faut une double coïncidence des besoins. Le forgeant doit avoir besoin de truites, alors que le pêcheur a besoin d'un marteau. Il y a également ce qu'on appelle le problème d'évaluation. Par exemple, si celui qui désire des tomates trouve un individu prêt à lui échanger ses tomates contre des pommes, le problème d'évaluation des tomates en équivalent pommes va se poser. Et donc, comme j'ai déjà précisé, la monnaie a remédié aux inconvénients du troc. La deuxième fonction, étalon de valeur. La monnaie est une unité de compte qui permet de mesurer et de comparer la valeur des différents biens. C'est un étalon tout simplement. Ensuite, la dernière fonction, réserve de valeur. La monnaie est un moyen de conserver la valeur, c'est-à-dire transférer le pouvoir d'achat du présent au futur à travers ce qu'on appelle l'épargne. C'est normal, étant un bien conservable, la monnaie permet à l'agent économique de choisir entre une utilisation totale et immédiate de son revenu et une utilisation partielle de son revenu. Dans le deuxième cas, l'agent économique constitue un épargne, ce qui lui permet de se prémunir contre les aléas de la vie. Cependant, en période d'inflation, le pouvoir d'achat de la monnaie conservée diminue, car la hausse des prix augmente la quantité de monnaie nécessaire à l'acquisition des biens. Pour mieux expliquer, supposons que vous savez qu'entre aujourd'hui et demain, le prix de tous les biens va être multiplié par 2. Et vous avez 2000 dirhams sur vous.
allez-vous garder ces 2000 dirhams en liquidité jusqu'à demain ou bien investir dans des actifs réels ou financiers qui puissent ensuite servir de monnaie, service de monnaie d'échange. Alors, pas de doute, il faut donc investir dans des actifs réels ou des actifs financiers et ne surtout pas garder l'argent liquide sur toi. Alors, parmi les actifs réels, on trouve les terrains, les bijoux, les œuvres d'art, etc. Les actifs financiers, on a ce qu'on appelle les actions, les obligations. Dans les prochaines vidéos, on va voir en détail les différentes typologies d'actifs financiers ainsi que la spécificité de chaque type. Alors, il faut préciser que sur le plan théorique, la troisième fonction de la monnaie, c'est-à-dire la fonction réserve de valeur, la troisième fonction crée un débat entre les classiques, néoclassiques et les keynésiens. Alors, pour les classiques néoclassiques, la monnaie n'est qu'un voile qui recouvre un troc, vu que les produits s'échangent contre les produits. Pour eux, la monnaie n'est jamais acquise pour être soumise en circulation. Donc pour eux, la monnaie ne fait que faciliter les échanges sans aucun effet sur l'activité économique. C'est pourquoi la monnaie ne joue pas de rôle, elle-même elle est neutre. Toutefois, les keynésiens considèrent que plus le revenu augmente, plus l'épargne épargnée du revenu s'accroît. Cette tendance à épargner davantage se fait aux dépens de la demande de biens. La monnaie n'est pas donc un voile qui recouvre un troc. L'intérêt de ce raisonnement est d'expliquer qu'une partie de la monnaie en circulation peut être retirée du circuit par certains de ses détenteurs sous forme d'encaisse de précaution pour faire face aux aléas de la vie, sous forme des encaisses de spéculation, pour réaliser des produits rapides, pour investir dans des projets rentables. Mais alors, s'il y a moins de monnaie en circulation, cela va se répercuter sur la production de biens et services. Donc il y aura moins de demandes de biens et services. Les entrepreneurs vont donc diminuer leur offre et sans doute licencier. Et donc la monnaie n'est pas neutre. Et donc pour récapituler, les classiques néoclassiques considèrent que la monnaie n'est qu'un voile qui recouvre un troc. Pour eux, la monnaie est neutre. Contrairement aux keynésiens qui considèrent que la monnaie n'est pas un voile qui recouvre un troc, pour eux la monnaie n'est pas neutre. Et donc voilà, on s'est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.